Bonjour à tous. Sachez-le, on est vraiment ravis de vous retrouver car ça y est, c'est reparti la saison de Formule 1 et donc les débriefings F1 sur motorstv.com également. Et on a la joie de vous retrouver avec Jean-Luc Roy, bien sûr. Salut Jean-Luc. Oui, bonjour à l'FB, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un plaisir. Voilà, donc ça y est, le Grand Prix d'Australie a eu lieu. Ouais. Et c'est un peu la prime au premier Grand Prix de la sason. Il y a plein de choses à dire. Ça, c'est sûr. Et en plus, il a été plutôt animé comme Grand Prix. Tout à fait. Alors écoute, j'ai envie de commencer chronologiquement quand même. Et déjà, ça va te mettre en pleine forme parce que je sais que tu vois ce que tu veux dire. Tu vas nous dire déjà ce que tu en penses et c'est chaud. Ce sont les qualifs. Voilà, dès samedi matin, on était dans le vif du sujet. Cette nouvelle refonte des qualifs. Et on ne peut pas dire qu'on a été très convaincus. Alors vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Et écoute, j'avais dit que j'allais essayer de rester objectif et calme, au moins pour la première qualif, et puis attendre la suite, mais je n'ai pas pu. Clairement, sur RMC. J'ai laissé passer la Q1, qui s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Je pense que tout le monde l'a suivi, avec effectivement tous les pilotes en piste, et c'est normal, les 22 pilotes en piste dans les 6-7 premières minutes. Et puis rapidement, on a affaire à évidemment les conséquences induites de cette réglementation stupide, allons-y carrément, débile, lamentable. Personnellement, je n'ai jamais rien vu pratiquement de plus ridicule en Formule 1 depuis que je m'intéresse à la Formule 1, et ça fait quand même un certain nombre de dizaines d'années. C'était lamentable. Donc en Q2, j'ai pété un câble, pour être clair, en direct. J'ai dit tout le mal que j'en pensais, à juste titre. Donc ça, c'est la règle des 90 secondes. Mais bien sûr, où on commence, pour être clair, oui, mais tout le monde, vous la connaissez, je crois, on va partir du principe que vous avez connu ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain laps de temps, donc on partait en Q1 avec les 22 pilotes, au bout de 7 minutes, on commençait à éliminer le moins bien placé, et puis ensuite, toutes les 90 secondes, le couperet tombait. Mais ce qui est complètement crétin dans l'histoire, c'est qu'un pilote en train d'améliorer sa performance se voyait frappé d'exclusion alors qu'il était en train d'améliorer cette performance. Donc plus par ceux rapport, qui n'avaient pas le temps de sortir et de naturellement, faire leur tour. Ah ben ça, après c'est un simple calcul, mais quand pour des raisons X techniques ou stratégiques ou ce qu'on veut, on n'a pas eu le temps de lâcher le pilote à temps pour qu'il fasse son tour de lancement, mettre ses pneus en température et attaquer vraiment son tour de qualif, on va dire son tour rapide, eh bien il était frappé donc d'exclusion alors qu'il n'avait même pas pu défendre ses chances. Alors qu'au moins dans le système précédent, auquel je vous rassure, on est revenu tout de suite parce que c'était la seule solution logique. En urgence, on a convoqué les team managers et les patrons d'écurie pour qu'ils prennent unanimement la décision d'arrêter cette lamentable... J'ai pas de mots assez forts. Parce qu'en Q3, ça a été la goutte d'eau qui a fait parce que mais 4 même minutes avant la fin, même pas, Hamilton passe la ligne en Q2, tout le monde arrête de rouler à 4 minutes du terme et le drapeau à damier s'abat sur une piste vide. Alors, on a dépassé les limites du ridicule. Pourquoi ? Parce que les gens qui évidemment savent qu'ils ne passeront jamais la barre préfèrent s'arrêter pour économiser des pneumatiques, économiser du potentiel mécanique, puisqu'on nous rabâche toujours qu'on est là dans un contrôle extrême. On ne met pas de kilomètres dans la boîte, ni dans le moteur, ni dans rien. Donc, les conséquences induites d'un règlement que je trouve déjà débile au plan général, et ça fait plusieurs années que je vous le dis, au moins depuis 2 ans, ce règlement qui contraint les pilotes à passer leur temps à gérer le potentiel mécanique, à gérer les pneumatiques, à gérer les carburants, le tour, tout ça est d'un crétinisme total. Mais donc au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de la Formule 1 qui sont ceux-là, et qui lui enlèvent du spectaculaire, et une nouvelle fois qu'on ne me taxe pas ni d'être blasé, ni d'être... C'est parce que je suis toujours aussi enthousiaste pour la Formule 1 que je m'emporte de cette manière-là. Si j'osais paraphraser mon ami Daniel Balavoine, je dirais « je m'emporte pour ce qui m'importe ». Donc si je mets autant de tours et si je m'énerve autant, c'est parce que ça m'emmerde de voir qu'on est en train de massacrer la Formule 1. Voilà pourquoi. Bon. Et malheureusement, je me trompe. Et oui, là aussi c'est prétentieux, rarement. Voilà. Puisque là... je prends des tours, donc je traîne les qualifs dans la boue, et effectivement, tout le monde est consterné, Bernie Ecclestone devant son écran, enfin tout le monde. Comment la FIA peut oser prendre des décisions aussi débiles sans mesurer les conséquences de ces décisions ? Voilà. Bon, alors les qualifs, c'est réglé. Et heureusement, la raison l'emporte. Et on revient au système précédent que personne ne critiquait. Alors pourquoi changer ce qui fonctionne bien ? Bon, voilà. Il y a tellement de choses qui vont mal. Mais oui, mais là aussi, c'est un peu comme en politique, le chiffon rouge. On pond une mesure complètement débile. Comme ça, tout le monde se focalise là-dessus et on oublie les vrais problèmes. C'est de la politique, c'est plus du sport. Allez, je remonte le temps toujours. Juste avant le départ, Jean-Luc, on apprend que les communications radio, finalement, on peut vraiment aussi avoir des messages à vocation stratégique. Lamentable. On en revient à la politique. Lamentable. Cette décision était bonne.
Ici même, je vous dis depuis longtemps que moi je supprimerai les communications radio totalement, et même si on n'entend pas effectivement Verstappen là gueuler parce que dégagez-moi mon équipier, machin, on va y venir. Oui. Bon, on s'en fout quelque part, c'est pas ça le spectacle de la Formule 1, faut pas mélanger les choses. Ça c'est du jeu vidéo, c'est du machin. Le vrai sport automobile tel qu'on aime, c'est les pilotes qui se défoncent et qui se concentrent au pilotage au lieu de faire des commentaires en public en sachant que ce sera repris sur les réseaux sociaux, mais on n'en a rien à foutre de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est le sport automobile. Donc les commentaires, moi j'en ai rien à foutre. Donc là aussi, et comme par hasard, on a fait passer la petite mesure, finalement non, les pilotes auront toujours le droit d'être conseillés par les ingénieurs. Débile. Voilà. On y va toujours chronologiquement. Le départ et Ferrari qui jaillit de sa boîte, en tout cas Vettel, et qui prend le meilleur sur le duo de Mercedes. Alors, qui s'accroche même en plus un petit peu au premier virage. Vas-y, dis-nous tout. Pour positiver, heureusement, on a eu un Grand Prix formidable, on a eu un Grand Prix magnifique à tous les niveaux, à commencer par le départ, où j'oserais dire, je n'ai rien, une nouvelle fois, contre Mercedes ni contre les pilotes Mercedes, mais on sait très bien qu'a priori, ils bénéficient toujours, et c'est ce qu'on va vérifier, d'une légère domination mécanique cette saison, en tout cas en ce début, mais Ferrari s'est rapproché. Et le départ magnifique de Vettel et de Raikkonen, puisqu'évidemment, vous l'avez tous vu certainement, comme Rosberg est un peu en perte... Hamilton s'est complètement raté. Oui. Rosberg prend un meilleur départ sur le mauvais côté de la piste, et évidemment, vient tasser un petit peu Hamilton. Il s'excuse après l'arrivée, mais bon, on s'en fout, là aussi, c'est pas grave, ça fait partie de l'habillage général. En revanche, Raikkonen, se faufile, et on a les deux Ferrari en tête, et on se dit là, ça va être génial. On va avoir un super Grand Prix, surtout qu'Hamilton se retrouve 7e, et il le dit lui-même. Parce que Hamilton, c'est un vrai sportif. Ouais. Il dit, là, je vais pouvoir attaquer, je vais pouvoir me mouiller, même si on a l'impression qu'il a aimé cette situation pratiquement. Mais bien sûr, mais les pilotes, ce qu'ils aiment, c'est piloter et attaquer. Enfin, on l'a bien compris, sinon ils ne feraient pas ça. Donc, ils sont passionnés avant tout, Hamilton le premier. Donc, quand on leur donne l'occasion d'attaquer et d'arrêter de gérer, mais ils sont heureux comme tout, et puis nous aussi. Voilà, je crois que c'est simple à comprendre. Ça s'appelle le sport automobile. Et on en arrive donc à cet accident. Alors ça, c'est vrai que c'est l'image choc de ce Grand Prix, mais ça va évidemment avoir une importance considérable pour la suite du déroulement du Grand Prix. Donc cet accident entre Alonso et Gutiérrez et cette envolée assez effrayante de Fernando Alonso. Alors toi, comment tu revois cet accident maintenant ? Terrorisant, mais en deux temps. On voit d'abord effectivement, la Haas de Gutiérrez qui est planté dans le bac à sable. On dit que ça va pas bien, puis il bouge pas trop, il sort pas trop. On se dit qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe ? Et puis effectivement, on comprend pourquoi il y a un délai avant qu'on nous montre les images. Et là, on mesure l'horreur. Et heureusement, tout de suite, on est rassuré sur l'état d'Alonso qu'on voit à côté de sa voiture en train de récupérer. Qui se faufile, qui serpente dans le Et oui, donc là, sable. on doit louer. Alors autant je peux râler sur des choses, mais évidemment, là, on ne peut que louer la sécurité des voitures, le crash test qui est durci chaque année, la protection de la tête des pilotes qui a été rehaussée cette année. Enfin, tout ça, on ne peut qu'être admiratif et reconnaissant. Ça a sûrement sauvé Alonso, là, cette fois-ci. Et évidemment, en ne remontant que il y a 5 ans, probablement Alonso aurait été blessé. Il y a 10 ans, malheureusement, le pire serait arrivé. Donc voilà, on peut dire que là, magnifique, formidable, le circuit avec les dégagements, etc. Il n'y a rien à dire. Et c'est un incident de course. Et moi, c'est ce que j'ai dit tout de suite également, quand on a aussi éventuellement essayé de trouver les responsabilités, comme toujours. Maintenant, dès qu'il y a un truc, il faut trouver qui est le coupable. Non, Alonso, avec une grande honnêteté, a dit non, j'étais en train de l'attaquer. Et puis, évidemment, il avait le DRS, sûrement à cet endroit-là, donc déventé. Donc, il arrivait avec au moins 20 bornes de mieux sur la monoplace. Et l'autre n'a pas freiné trop tôt non plus. Il n'a pas donné un coup de volant pour se mettre sur la trajectoire à gauche et tout. Il l'a reconnu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un incident de course. Quand on se balade à 280 km/h, puisque c'est le moment où le contact s'est produit avec ce genre de choses, ça passe 10 fois, ça passe 100 fois, et puis une fois, ça passe pas. Et là, le miracle aussi, c'est que Alonso ne se soit pas envolé. Parce qu'il serait monté sur la roue arrière, au lieu d'arracher sa roue avant, il serait monté à 15 mètres de haut, et là, c'était une autre affaire. Donc, c'est un miracle. Mais les dispositifs de sécurité actifs sur les voitures et passifs sur les circuits ont parfaitement rempli leur rôle. On peut qu'en être reconnaissant à tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Voilà. Alors donc, drapeau rouge, tout le monde rentre au stand, et là on retrouve la belle règle, je dis ça avec un peu de cynisme quand même, de savoir qu'on peut changer de pneus en matière de drapeau rouge. Vous vous souvenez, à Monaco, il y a quelques années, ça nous avait ôté tout le spectacle final, puisqu'évidemment, Vettel qui essayait de sauvegarder ses pneus, là il pouvait changer, c'était facile. Bon, donc là, on savait la règle, tout le monde peut changer de pneus. Sauf que Ferrari
repart en super soft. Et là, c'est vrai qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'aller au bout sans plus changer? Ce que fait pratiquement tout le monde, et notamment Mercedes. Toi, sur le moment, comment tu vois ça? Et est-ce que tu te dis tout de suite, oulala? Faille du règlement. Là, je le dis, on doit modifier ça parce que justement, malheureusement, ça annihile tout le travail précédent. Puisqu'évidemment, on remet les compteurs à zéro, c'est le cas de le dire. Et là, on a le droit de travailler sur les voitures. Et même les pilotes sortent des voitures. Moi, ça me choque, je le dis clairement. Alors certains, pour satisfaire aux des besoins naturels, par exemple Hamilton, bon, enfin, on s'en fout. Moi, je pense que dans ces cas-là, on devrait les immobiliser. Alors je sais, ça va durer 20 minutes, mais ça fait partie de la course. On les immobilise dans la voiture, on ne touche à rien, hormis éventuellement des éléments de sécurité, parce qu'il y aurait par exemple un aileron à moitié arraché ou des choses qui pourraient poser problème par la suite. Mais autrement, personne n'intervient sur les voitures. Et les voitures, on les arrête, les unes derrière les autres, et les pilotes attendent. On coupe les moteurs, bien sûr. Il y a juste l'équipe technique chargée de remettre les moteurs en route, mais on ne touche pas aux pneus. Et tu as raison. À l'américaine. Hein, à l'américaine. Oui, voilà. Et tu as raison de rappeler Monaco, ce qui nous avait étonnamment surpris, parce que ça annihile tout le travail. Alors ça bénéficie à certains, on va parler évidemment de Romain Grosjean, tant mieux, mais malheureusement, et quand en plus on fait un mauvais choix comme Ferrari, ça pénalise, et c'est très dommage, parce que ça a annihilé, comme je viens de le dire, le début de course formidable des Ferrari. Voilà. Est-ce qu'avec Patrick Tambay sur RMC, vous vous êtes tout de suite douté qu'effectivement repartir en super soft, ce qui induisait un nouvel arrêt obligatoire pour Ferrari, alors que Mercedes, on comprenait qu'ils essaieraient d'aller au bout, est-ce que tout de suite vous avez senti que c'était pas le bon coup stratégique? Rapidement, oui. Après quelques tours, quand on a vu le niveau de performance que Vettel était capable de générer et l'écart qu'il creusait ou ne creusait pas, en l'occurrence sur les Mercedes et sur celle de Rosberg, on a compris que ce n'était pas le bon plan et qu'effectivement, Ferrari s'était piégé tout seul. Oui, puisqu'il fallait naturellement que l'écart soit porté à la louche pour aller bien à la valeur d'un ravitaillement, d'un arrêt au stand, tout compris, c'est-à-dire 25 secondes, ça c'était impossible, mais au moins essayer d'avoir 10, 12, 15 secondes et qu'à ce moment-là, il était peut-être possible de rattraper d'une autre manière. Non, c'était une erreur stratégique, c'est évident. Et Mercedes l'a mieux joué que Ferrari, ce qui est rare. Parce qu'on peut dire que Mercedes, d'habitude, a plutôt une stratégie plan-plan, une stratégie sécurisée. Mais bon, il était évident, et là aussi je dirais un mot, tu vas peut-être me poser la question, mais sur le fait d'utiliser 3 trains de pneumatiques différents, 3 qualités de gomme, ça c'est bien. Ça a ouvert le jeu des stratégies, et ça c'est bien. C'est vraiment un élément positif. Je voulais te poser la question, parce que ça fait partie de ces nouvelles règles, on va dire ça comme ça, où les pilotes choisissent d'abord la répartition de leur train de pneus. Et on avait vu que chez Mercedes, on n'avait pas fait d'ailleurs le même choix entre Hamilton et Rosberg. Et là, il y avait une composante. Non, c'est bien. C'est bien convenu. Ça permet justement d'ouvrir le champ des stratégies. Ça permet de risquer des choses. Et puis, ça permet une variété au sens premier du terme. C'est très bien. Voilà. Ça, c'est positif. On va détailler le classement parce que là, on va globalement arriver au bout de notre chronologie. On arrive. Donc, Rosberg qui gagne, bien sûr, vous le savez. 4e victoire de rang. Et il est passé fin, comme tu sais, parce qu'il a eu des problèmes de frein. On l'a appris après. Mais à un moment, il baisse de rythme. D'ailleurs, on voit bien que ça revient derrière. C'est parce qu'il a des problèmes de frein et ils ont même failli l'arrêter. Donc, Alors, on imagine, Jean-Luc, que pour le moral de l'Allemand par rapport à son grand adversaire, quand même, Lewis Hamilton, c'est une victoire qui était pratiquement obligatoire. C'est fait. C'est une bonne nouvelle. Encore une fois, je ne prends absolument pas position, ce n'est pas du tout une préférence personnelle, mais pour l'intérêt du championnat, naturellement, si Hamilton avait commencé par une victoire écrasante, on serait tous là en disant ça continue. Là, Rosberg continue sa liste de victoires, 3 victoires à la fin 2015, donc une 4e victoire de rang, une première en 2016, mais Hamilton n'est pas loin et on sait pourquoi, il termine à 8 secondes, mais il a été pénalisé par son début de course calamiteux, on l'a bien vu, etc. Donc, ça préserve le suspense, ça c'est très bon. Et puis les Ferrari n'étaient pas loin, bien sûr, donc ça c'est très bon aussi. Voilà, alors Vettel sur le podium, mais je pense quand même que chez Ferrari, on doit se dire, on a peut-être loupé une occasion. On a raté le coche. Voilà, ça, on verra ça plus tard. Je te propose de remonter le classement. Ricciardo, moi j'ai bien aimé parce que il a fait avec ce qu'il a pu, mais quand même, on l'a senti comme toujours vaillant. Et 4e, c'est un bon résultat. Comme toi, courageux, bagarreur, talentueux. Là, Gviat n'est même pas parti, mais il partait 18e normalement. Et puis il y a un problème tout de suite qu'il l'élimine, malheureusement. Mais lui, il relève le flambeau et là, il se refait un blason, on va dire, devant son public. C'est plutôt bien. Voilà. Les Williams, j'ai l'impression que ça va être un peu comme avant. Massa et Bottas, ils sont bien là dans les points, mais de là à aller concurrencer tout de suite les deux top teams, non. Il en manque. Là, il en manque beaucoup. Pourtant, on a le moteur Mercedes, mais là, j'espère qu'il y a des nouveautés à venir. Tu sais, au courant de la saison, là aussi, peut-être malgré tout, Williams, elle reste une petite des grandes, une petite équipe des grandes. Ils n'ont pas les moyens de Mercedes, ils n'ont pas les moyens de Ferrari, ils n'ont pas les moyens de Red Bull. Il faut bien le savoir. Et peut-être aujourd'hui, même pas les moyens de Renault d'ailleurs. Donc, Williams, ils existent. Là, il va falloir qu'ils en remettent un peu. Là, avant d'être des prétendants au podium régulier, il en manque. Voilà.
Alors, attends, on a encore plein de questions à poser à Jean-Luc. Ce débriefing, il va être un petit peu long, Bah mais là, oui. c'est vraiment le premier Grand On Prix. espère que vous vous ennuyez pas, en tout Voilà. cas pas nous. Alors, parce que Romain Grosjean, bien évidemment Ouais. qu'on va en parler, extraordinaire, 6e avec la Haas. Franchement, on n'aurait jamais parié ça, faut être honnête. Génial, c'est le carton plein, lui-même l'a dit juste après la ligne d'arrivée dans sa radio, c'est comme une victoire, et c'est vrai que c'est comme une victoire. Nouvelle équipe, donc effectivement, il faut remonter à 2002, à l'arrivée de Toyota, pour voir une équipe rentrer dans les points dès son premier Grand Prix. Donc ça, c'est formidable. Ensuite, c'est un pari sur l'avenir, donc on voit que la voiture est fiable, parce qu'elle a été au bout. Bon, pourtant, le week-end avait mal commencé, ils ont eu des problèmes, mais c'était normal. En plus, même dans les stands, il se fait percuter, enfin bon, c'était compliqué tout ça. Ils n'ont pas l'opportunité de rouler sur le sec comme les autres, mais pour eux, c'est plus important, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, etc., qu'ils ont été handicapés dans les premiers essais libres, enfin bon, tout ça, donc ça part pas très bien, et puis ça se termine en apothéose, parce que c'est comme une victoire, je suis bien d'accord. Romain est solide, il fait un boulot formidable. À un moment, moi j'ai peur, parce que je vois toute la meute derrière, et je me dis, ils vont l'avaler l'un après l'autre. Eh bien non, il parvient à défendre, non, il est solide. Là, je trouve qu'il vient encore de gagner un statut, un point supplémentaire dans le rang des pilotes très solides du championnat du monde. Ouais, tout à fait. Alors, cette année, on parlera de notre pilote français, c'est Romain Grosjean. On parlera forcément de notre équipe française, c'est Renault. Juste auparavant, une petite question intermédiaire, puisque je remonte le classement. Les deux Toro Rosso Boys, qui quand même ont fait le spectacle. Alors moi, j'avoue que je souris parce que, comme toi, je pense que ça nous promet une saison un peu animée, avec un Verstappen qui réclame beaucoup de choses maintenant, peut-être même qu'on le laisse passer, comme tu le disais tout à l'heure. Bon, alors, comment t'as vécu ça? Je pense qu'il a dû changer de taille de casque déjà, ça c'est probable, parce qu'effectivement, il fait une irruption dans le championnat du monde qui était magnifique, on l'a tous souligné l'an dernier. Carlos Sainz ne les mérite pas, mais bon. Et là, effectivement, les voir tous les deux se chamailler comme des gamins qu'ils sont d'ailleurs, avec effectivement, et même il lui met limite un coup de roue à la fin, et heureusement qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il ne crève pas la roue arrière de Sainz et qu'il n'abîme pas son aileron avant. Bon, alors c'est vrai qu'on est déçu chez Toro Rosso, parce que la monoplace est formidable, et que maintenant qu'on a le moteur Ferrari, on voit qu'il marche, ce moteur Ferrari, et l'ensemble Ferrari, d'ailleurs on voit que ça fonctionne très très bien. Donc on pouvait s'attendre à beaucoup mieux, c'est-à-dire en clair à être demain devant Romain Grosjean. C'est clair que leur place, elle était là. Elle était 6-7 à peu près, sans aucun problème. Derrière Ricciardo et peut-être même devant Massa, mais bon, il y avait un coup à faire. Donc le Verstappen qui est handicapé par un mauvais arrêt, un arrêt pas prévu au stand, où il perd des secondes et des places, parce qu'on voit bien, si on reprend le classement, que si on lui enlève effectivement ne serait-ce que 7 secondes, il revient 6e devant Grosjean. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences. Maintenant, ça c'est la course, il va falloir qu'il s'habitue, ce jeune garçon. Moi je dirais juste, il a autant de moelle, autant de caractère, autant de sang que son père. J'espère qu'il aura plus de victoires que son papa, parce qu'effectivement, on a du respect pour Jos Verstappen, mais bon, dans la série Tête de l'Art, il se posait un peu là aussi. Alors, les deux Toro Rosso, donc, qui sont 9 et 10, et les deux Renault, qui sont 11 et 12. Moi, j'avoue que j'ai bien apprécié Jolyon Palmer sur l'ensemble du week-end, que j'ai trouvé plutôt sympa, plutôt performant. En Q2, c'est sympa, il va chercher ou en Q1, je ne sais plus, il va chercher sa place pour le segment suivant. Mais bon, on a envie de dire, je sais pas de miracle, forcément difficile. Prestation honorable, effectivement, mérite les encouragements. Voilà. C'est-à-dire qu'on est aux portes des points, avec un peu de chance aussi, on pouvait être dans les points, mais c'eût été un peu usurpé compte tenu du niveau global. Kevin Magnussen quand même crève dans le premier tour, donc là c'est quand même un gros handicap, il doit s'arrêter. Alors on change la stratégie d'ailleurs, on lui met d'autres pneus parce qu'évidemment il est obligé de changer à ce moment-là. Là aussi, qu'aurait-il été sans la neutralisation et sans le drapeau rouge et sans l'arrêt au stand? On ne peut pas refaire les courses. En tout cas là, ils sont à leur place, mais ce n'est pas tout à fait assez. Même si les deux voitures sont là, et la fiabilité est là. Mais ça, on peut faire confiance à Frédéric Vasseur pour avoir bétonné, on va dire, instauré. C'est un garçon solide, un garçon qui va apporter du résultat. Bon, on attend mieux de Renault, mais ne soyons pas impatients. Et est-ce qu'on n'attend pas un peu mieux aussi de McLaren? Parce que les essais, moi, je les trouvais plutôt encourageants. Mais là, en course, entre un méga crash, mais face à Gutiérrez, donc c'est peut-être déjà révélateur que c'était bien un niveau en dessous. Et un Button qui termine à la régulière 14e, je suis un peu inquiet. Alors, Alonso l'a dit lui-même, il aurait pu terminer dans les points, probablement, il le sentait, et on peut lui faire confiance, c'est un garçon honnête là aussi, il sentait qu'il y avait le potentiel pour être dans les points. Alors tu me diras, si tout le monde dit, tous ceux qui n'y sont pas disent, nous on avait le potentiel pour y être, il y en a que 10 qui marquent déjà, c'est plus qu'avant, il y en a, à une époque c'était 6, mais bon. Donc là, probablement les McLaren Honda ont quand même progressé. Et alors chez Button, on se rate en stratégie, là aussi, on se rate en pneumatique, il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'on lui remet des softs, je crois, au moment de l'arrêt, au stand, et puis il fait 10 tours, et bim, on lui remet les autres. On l'aurait mis les médiums peut-être d'entrée, il serait un peu moins mal. Maintenant, est-ce que ce serait mieux d'être 13e ou 14e ou 12e, pardon. Bon, c'est un peu juste. Il y a du progrès, clairement, et tu l'as dit, en qualif, c'était mieux.
progrès qui demandent à être confirmés dans les 2-3 Grands Prix à venir. Mais je le dis tout de suite, tout le monde ne va pas pouvoir être dans les 10. Il va falloir qu'il y en ait qui restent en dehors. Ouais. Bon, bah écoute, je te propose d'arrêter là. Les Sauber, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, rien. En deuxième niveau, et c'est la même équipe. C'est vrai que chez Manor, ça a bien changé entre Verlaine et Arianto. Oui, bon. quand même, un petit. Ils ont tenu la rampe, les deux. Les deux qui sont Verlaine pas mal et ouais. Arianto pas si loin derrière. Absolument, Et, tout à absolument. fait. Non, ils méritent tous les deux. C'est pas usurpé. Voilà. Bon, bah allez, je crois que là, on a vraiment fait le tour du paddock. Mais on ne s'est pas ennuyé. Non. Et la Formule 1 a encore eu le chic donc, de nous offrir des. Génial. Des un matières, premier beau Grand Prix. Il n'y a rien discuter. à dire. Bon. Ouais. Allez, donc tout ça pour dire qu'on se retrouve dans 15 jours. Le Grand Prix de Bahreïn, deuxième manche, Avec en nocturne, avec donc ce retour au qualif. Enfin bon, il y aura certainement encore plein de choses à dire. Avec grand plaisir. Bon, ben merci. Bonne continuation sur motorstv.com. Salut à tous. Salut.